Eh ben, on est parti ensemble pour cette escale. Bienvenue. Comme je le disais, pour commencer, on est nombreux et nombreuses, c'est super. Si vous avez la possibilité de mettre votre caméra, c'est plus sympa, on se voit. On coupera les micros s'il y a du bruit. Si vous avez des questions, des réactions, privilégiez le chat et nous, on se fera votre voix. On essaiera de répondre aux questions et si on n'y répond pas pendant cette heure, petite heure ensemble, on pourra y répondre dans un second temps. On met bien le petit sourire parce que on est avec la belle vie et aujourd'hui on vous propose une escale engagée. C'est une escale pour plonger au cœur d'un sujet, mais aussi pour se faire du bien, pour prendre de la hauteur et passer un agréable moment toutes et toutes ensemble. Pour info, cette escale sera enregistrée. Si vous êtes partie du réseau, on vous mettra à la disposition sur l'espace réseau. Et si vous ne faites pas partie de l'association, ce sera sur demande. On vous envoie un petit mail après cette escale ensemble avec tout un tas de petits liens qu'on vous partagera dans le chat. Je précise, pas de panique s'il y a un lien que vous avez raté dans la conversation. Les liens les plus importants qui feront l'état des ressources pratiques qu'on partagera tout au long, on vous les renvoie après. Alors, l'objectif de cette escale aujourd'hui, donc c'est la troisième qu'on a lancée depuis le début de l'année, c'est donc de mieux comprendre les enjeux de la santé environnementale et pour savoir comment vous pouvez créer un environnement sain pour votre lieu d'accueil. Donc, le premier objectif, c'est que on va ensemble essayer de comprendre comment la santé environnementale nous permet de lutter face aux enjeux environnementaux et sociaux de notre époque. On découvrira aussi ensemble l'intérêt de cette approche et comment elle vous permet aussi de garantir tout simplement la une bonne qualité d'accueil au sein de vos lieux de vie. Et puis enfin, on découvrira et on approfondira ensemble les pratiques plus terrain du quotidien qui vous permettent de favoriser un environnement d'accueil sain au quotidien. Donc ça passera par le bâtiment, le nettoyage, les produits, l'alimentation ou encore la pédagogie avec les enfants que vous accueillez. Et pour ce faire aujourd'hui, oula, je suis allée un petit peu trop vite. Je vais d'abord commencer par me présenter parce que c'est moi qui parle, mais vous avez de toute façon l'information de Claire qui est avec nous. Mais moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Pauline Lé, je suis responsable mobilisation au sein de l'association La Belle Vie et je me ferai la voix aujourd'hui des pratiques du réseau, de tous ces professionnels qu'on accompagne dans leur transformation. Et avec nous, on a Claire Grolot qui est fondatrice et présidente de La Belle Vie, qui intervient aujourd'hui avec sa casquette de biochimiste et d'écotoxicologue pour adresser le sujet de la santé environnementale. Et dans le chat, vous avez aussi Vincent, qui est chargé de marketing chez La Belle Vie, et Alison aussi, qui est responsable territorial, qui vous répondra à vos questions. Et si vous avez des petits, parfois, problèmes techniques de micro, de connexion, tout ça, c'est eux qui vont pouvoir vous aider. Donc, si je me trompe pas, le chat fonctionne bien. Je vois qu'il y a plein de petits messages et que Courbevoie nous a rejoints. Bienvenue à tout le monde. Et pour commencer cette escale, j'aimerais d'abord juste savoir, comme d'habitude, pour les personnes qui sont... alors juste un petit souci de... Ah ouais, c'est bon. Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, mais c'est important pour nous de savoir si vous connaissez La Belle Vie. Vous allez recevoir un petit sondage juste pour nous dire si vous faites partie du réseau, vous êtes engagé dans la démarche, vous ne nous connaissez pas trop, vous nous découvrez pendant ce webinaire. Vous avez l'affiche, la petite fenêtre qui s'affiche. Comme ça, nous, ça nous permet d'adapter un petit peu aussi notre discours. Alors, c'est assez équilibré aujourd'hui. C'est pas toujours le cas. On a les trois tiers. Allez, je vais mettre fin au sondage. Merci à tout le monde d'avoir répondu et bienvenue pour les personnes qui nous découvrent. En deux mots, La Belle Vie, on propose une offre d'accompagnement et de labellisation pour les professionnels de la petite enfance et de l'enfance, crèche, RPE, centre de loisirs, à travers tout un pan, via des démarches de labellisation, on sensibilise, comme aujourd'hui par exemple, on forme et on propose du conseil sur mesure aussi, et on met en réseau. La Belle Vie aujourd'hui, c'est 1200 lieux de vie engagés partout en France qui rassemblent du coup 12 000 professionnels dont vous faites partie en partie pour vous. N'hésitez pas tout au long du webinaire à partager vous vos pratiques, que vous soyez au sein du réseau ou pas, échanger entre vous, c'est aussi l'objectif. Allez, on y va.
on va plonger dans le sujet. Juste une petite introduction. On va donc parler de santé, donc de celle des enfants, de la vôtre et de celle de la planète, de l'environnement, de la biodiversité, du vivant. Et l'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous passer le message que mise bout à bout, finalement, toutes ces santé c'est la même. Il n'y a qu'une seule santé qu'on pourra adresser aujourd'hui. On va parler bah, voilà, de la santé des enfants, du vivant, des professionnels et la plupart du temps, les enjeux et les pratiques qui seront au cœur du sujet et de nos discussions, bah, ils concernent la santé de tout le monde. Donc on a à cœur de vous faire passer ce message-là. Pendant cette heure, cette escale engagée, l'idée ce sera de mieux comprendre les effets sur la santé, les pollutions, la qualité de l'air, tout ça, c'est sûrement des sujets que vous avez déjà entendu parler, qui vous parlent déjà ou qui vous bah, vous questionnent encore. Et l'idée c'est que ce soit un petit peu plus clair et qu'on puisse ensemble identifier les leviers d'action pour inverser la tendance quand celle-ci est néfaste et puis vous permettre aussi à vous en tant que professionnel, mais tout simplement en tant qu'individu, de reprendre le pouvoir sur cette santé qui est la nôtre. Et pour introduire au mieux ce sujet, je vous propose qu'on visualise ensemble la bande-annonce du nouveau documentaire réalisé par Anne Jochum. Vous connaissez sûrement tous Dehors. Est sorti début octobre un nouveau documentaire qui s'intitule On aura des bonnes santé. Donc, je vous invite à mettre le son et à me faire des pouces si si vous entendez bien le son. Eh ben, elle n'aura plus de fruits, et ben, elle n'aura plus de santé à nous. On n'aura plus des bonnes santé. On n'aura plus les bonnes santé. Bah oui. Ah, et c'est quoi la santé Bah, la santé, c'est les fruits qui sont bons pour nous aider à vivre. Pour nous aider à vivre. À vivre. Un jour, je constate une plaque rouge sur sa tempe qui est restée plusieurs semaines, jusqu'à ce que le pédiatre me dise « Est-ce que tu utilises de l'adoucissant? Est-ce que tu as changé de lessive ?» Quoi? L'adoucissant ou la lessive, ça peut lui faire des traces, ça peut lui faire du mal, enfin... On a changé de lessive, et du jour au lendemain... Bon, a priori, ma connexion ne me permet pas de vous diffuser cette bande-annonce en bonne qualité, mais de toute façon, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez la visualiser. Hop, je passe parce que sinon, on va perdre du temps. Elle n'aura plus de... Hop. Désolée pour ce petit couac technique et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles une fois que vous aurez visualisé la bande-annonce dans son intégralité. Et donc, on rentre dans le sujet. Donc, les enjeux de la santé environnementale, qui est donc le sujet de cette escale. Déjà, pour commencer, on aime bien, pendant ces escales, parler de définition. Donc, nous, ça nous intéresse, avec Claire, qui est avec nous aujourd'hui et qui pourra ensuite vous donner la définition, de savoir pour vous, la santé environnementale, selon vous, c'est quoi? Est-ce une discipline qui regroupe l'ensemble des facteurs environnementaux qui peuvent influencer la santé humaine? Est-ce que c'est plutôt une science qui étudie les effets de notre environnement sur notre état de santé? Est-ce que c'est la santé globale de tous les écosystèmes vivants? Ou enfin, est-ce que c'est un levier pour protéger la santé publique, lutter contre les inégalités sociales et anticiper les défis sanitaires? Vous allez avoir une petite fenêtre de sondage que Vincent vous envoie pour y répondre. Et petite information, peut-être que plusieurs réponses sont correctes. Donc je vous laisse nous dire ce qui, selon vous, définit la santé environnementale. Alors on en a une qui est quand même bien devant les autres, quoique. Est-ce que tout le monde a pu voter? C'est encore en cours. Allez, il y en a 157 qui ont répondu, c'est le moment de... Alors Claire, pour te lancer, sache que avec nous, la plupart des personnes définissent la santé environnementale comme la première réponse. Une discipline qui regroupe l'ensemble des facteurs environnementaux qui peuvent influencer la santé humaine.
Hop, je partage les résultats à tout le monde. Je pense que vous les voyez comme ça en même temps. Voilà. Allez, ça les a bloqués. Bah, merci à tout le monde d'avoir participé à ce sondage. Et Claire, ça va être le moment pour toi de nous dire comment tu définis la santé environnementale. Alors, je te cherche pour te mettre en évidence pour tout le monde. Hop, tu vois Claire, toi, Vincent? Je la vois pas. Je sais qu'elle est là, je l'ai vue connectée. Bah oui, je suis là. Bah oui. Hop, c'est bon, ça y est, je te vois. Je peux te mettre en avant pour tout le monde. Hop, c'est parti. Bonjour tout le monde. Merci de venir partager ce temps avec nous. Alors, à peu près tout le monde avait raison sur la question de cette définition de la santé environnementale, parce que la santé environnementale, c'est effectivement l'impact de nos environnements, je le mets bien au pluriel, hein, sur notre santé. Incluant l'environnement naturel, l'environnement de travail, l'alimentation, en fait tout ce que nous vivons au quotidien et comment cet environnement va influencer notre état de santé. Alors dans le petit questionnaire, le petit quiz qui était là avant, il n'y avait que la réponse numéro 3 en fait, qui n'était pas vraiment juste, c'est-à-dire que la santé environnementale, ça n'est pas la santé globale de tous les écosystèmes vivants. Mais c'est bien l'impact, l'influence de nos environnements sur nos santé. Et d'ailleurs, dans le documentaire d'Anne Jochum, on parle bien de santé au pluriel, donc nos environnements qui agissent sur nos santé. Merci, Claire. Voilà la définition de la santé environnementale. Merci. Donc, je rembobine, voilà, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, tu es connue, Claire, pour avoir fondé l'association La Belle Vie il y a maintenant plus de 15 ans. Ça commence à faire. Mais donc, tu es aussi biochimiste et toxicologue environnemental ou écotoxicologue. Les deux voulant dire la même chose. Et c'est avec cette expertise que tu interviens aujourd'hui pour nous éclairer sur le sujet de la santé environnementale. Donc du coup, ma première question, c'est que bon ben voilà, on entend beaucoup parler de qualité de l'air, de produits chimiques, pesticides, perturbateurs endocriniens, et donc vient de définir ensemble la santé environnementale en partie. Qu'est-ce qui l'impacte finalement cette santé environnementale par rapport à tout ça? Tu peux nous éclairer un peu sur tout ça? Oui, bien sûr. Alors, comme je le disais en introduction pour définir la santé environnementale, il s'agit de nos environnements. Et donc, dans nos environnements, il y a l'air et l'eau, l'air qu'on ingère, l'eau qu'on absorbe. Mais il y a aussi toute la question de toutes les substances chimiques qui existent partout autour de nous. Donc, dans le bâtiment, dans les endroits où nous vivons, dans l'alimentation aussi que nous absorbons. Mais aussi la question du bruit. Aujourd'hui, c'est une préoccupation qui revient, enfin qui vient à l'ordre du jour parce qu'on sait qu'il n'y a pas que la chimie qui impacte nos santé, mais aussi quand on vit, et dans le monde de la petite enfance, on sait bien de quoi on parle, dans des environnements sonores avec beaucoup de décibels, ça peut fatiguer, ça peut impacter le bien-être de chacun, des enfants comme des professionnels. Il faut savoir que quand on parle notamment de substances chimiques, hein, il y en a dans de nombreux produits de consommation que nous avons tous les jours. Alors, il y a les bâtiments. Dans le bâtiment, il y a beaucoup de substances chimiques qui existent. Alors, des substances naturelles et puis des substances de synthèse. Il y en a dans tous les revêtements, il y en a dans les peintures, il y en a dans les meubles. Il y a aussi des substances chimiques dans notre alimentation. Alors, il y a des substances chimiques naturelles qui sont les nutriments et qui sont ce que nous cherchons quand nous nous alimentons. Mais il y a aussi des substances chimiques qui parasitent en fait et qui viennent là, qui sont des résidus qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir. Et notamment quand les aliments sont issus d'une agriculture qui utilise des engrais chimiques et des pesticides. Donc, il faut savoir que dans l'alimentation, il reste des résidus en grande quantité. Il y a aussi des substances chimiques pas toujours désirables dans les produits d'entretien en fait qu'on utilise au quotidien ou les produits parfois pour désodoriser.
Donc un spray qu'on peut utiliser pour enlever des odeurs qui sont indésirables ou pas très agréables. Eh bien, à chaque fois qu'on fait un spray, c'est autant de substances chimiques qui vont dans notre environnement et qui ont un impact sur notre santé. Alors, ça peut être un impact plus ou moins délétère. Toutes les substances chimiques n'ont pas un impact négatif sur notre santé. Mais il faut savoir que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on a créé des environnements qui sont très riches en substances chimiques de synthèse et qui ont souvent des effets sur la santé très négatifs. Voilà. Après, là, on a listé les facteurs qui influencent la santé environnementale, hein. Donc, je vous parlais du bruit, il y a évidemment la lumière, on est dans une situation particulière, un état de crise avec la transformation du climat. Et le climat aussi a un impact sur la santé. Le changement climatique a un impact sur la santé directe. La surchauffe, évidemment, on voit bien comment, quand il y a des hausses de température et des canicules, ça peut impacter notre santé. Mais il y a aussi, enfin, les changements de température brutaux ont un impact sur notre santé. On dit souvent maintenant, ah, il n'y a plus d'automne, il n'y a plus de printemps. Ben oui, notre organisme n'est pas habitué à ça et avoir des changements de température brutaux, ça impacte notre santé. On n'a pas été conçu, enfin, pendant des millénaires, notre santé s'est construite sur des saisons. Et quand on dit, ah ben, il n'y a plus de saison, il n'y a plus ces saisons intermédiaires, ça fragilise notre santé aussi. Donc, vous voyez comme quoi il n'y a pas que la chimie, mais il y a aussi les questions de climat. Par ailleurs, le climat a aussi un impact indirect sur notre santé, ben, en abîmant, par exemple, l'agriculture, en rendant des denrées alimentaires moins facilement, moins disponibles. Ça va avoir un impact sur notre santé. Voilà. Donc, pour donner quelques exemples. Ensuite, il y a un événement, enfin le dixième facteur que vous voyez sur cette liste, ce sont les facteurs sociaux et parce qu'effectivement, il y a une énorme inégalité quant aux impacts de l'environnement sur la santé en fonction de l'environnement social dans lequel on vit, des catégories socio-professionnelles dont on fait partie. Et ce qui est vraiment à déplorer, mais comme tous les sujets qu'on adresse, c'est que les personnes qui viennent de catégories socio-professionnelles en fragilité, en difficulté, sont ceux aussi qui sont les plus pénalisés quant à leur santé. C'est souvent des personnes qui vivent dans des logements où il y a encore plus de problèmes de substances chimiques. Il peut y avoir aussi des questions d'humidité avec du développement de moisissures. Ça aussi, les micro-organismes ont un impact sur notre santé, pas uniquement quand ils sont pathogènes, mais parce qu'aussi ils créent un environnement qui est peu propice à notre bonne santé pour certains. Donc voilà, il y a une véritable inégalité sociale sur ces questions d'impact environnemental et de santé. Souvent, c'est les personnes qui ont le moins de moyens qui mangent une alimentation la plus transformée et souvent la plus polluée. Donc c'est aussi très important de savoir que quand on adresse ces sujets, on essaye aussi de rétablir une sorte d'équité sociale pour éviter de creuser ces inégalités encore plus avec la question de santé environnementale. Merci Claire. Du coup, une deuxième question me vient, parce que là, on parle de santé environnementale au global, mais du coup, avec nous connectés à cette escale, ce sont des professionnels de la petite enfance, de l'enfance. Et donc, quelles particularités, en fait, existent pour les enfants et les jeunes enfants? Quels sont les enjeux pour ces publics que ces professionnels accueillent? Alors c'est vrai que la santé environnementale nous concerne tous, c'est-à-dire que la santé de nous tous est impactée par nos environnements. Mais on adresse ici, avec les publics qui sont ici, les personnes les plus fragiles en fait de notre société, que sont les jeunes enfants et les enfants. Alors pourquoi? Eh bien parce que les enfants en fait on appelle la petite enfance une fenêtre de susceptibilité, de sensibilité.
Pourquoi? Parce que leur système, leur métabolisme n'est pas encore complètement mature. Donc ils ne savent pas, leur organisme ne sait pas détoxifier, traiter, réparer en fait ce que l'environnement peut faire sur leurs organes. Par ailleurs, ils ingèrent à poids égal, un enfant ingère plus d'air, plus d'eau et plus d'aliments qu'un adulte. Donc, si l'air qu'il inspire, qu'il respire est de mauvaise qualité, eh bien, ça va avoir encore plus d'effet sur sa santé qu'un adulte. Pareil pour l'eau et l'alimentation. Ensuite, les enfants et les jeunes enfants ont des pratiques, des comportements en fait qui accroissent encore plus le risque. Alors pourquoi? Ben parce que ils mettent beaucoup à la bouche. Alors c'est un peu moins vrai pour les enfants dans les centres de loisirs, mais quoique, souvent les enfants ont des pratiques voilà, ils se lèchent souvent les doigts, même quand ils sont plus grands. Et alors, les tout petits sont évidemment beaucoup plus souvent par terre, donc ils sont au contact des surfaces, quelles qu'elles soient. Donc, si elles sont polluées, eh bien, ils mettent leurs mains dessus, puis ensuite ils se lèchent. On a tous vu des enfants lécher les vitres, lécher les tapis, lécher le sol, lécher son copain. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, les enfants sont beaucoup plus sensibles. Par ailleurs, donc je vous parlais de leur métabolisme et des systèmes de réparation qui sont pas encore matures. Oui, mais également leur micro-organisme, le microbiote en fait, et leur système immunitaire n'est pas mature non plus. Et donc souvent, ce microbiote nous aide aussi à avoir avoir des systèmes de réparation qui sont plus opportuns et nous aident à nous détoxifier. Donc voilà, pour toutes ces raisons, le jeune enfant est un public très fragile. C'est aussi pour cela que, comme vous le voyez à l'image, le rapport des 1000 premiers jours a été publié pour cette fenêtre de sensibilité. Mais ça concerne le très jeune enfant, mais ça concerne aussi les enfants et bien sûr les professionnels qui sont autour de ces enfants chaque jour. Donc ne pas oublier les adultes. Les adultes sont aussi très fragilisés par les pratiques que nous avons tous au quotidien aujourd'hui dans nos maisons et dans nos milieux professionnels. Merci Claire, mais du coup les constats sont bien là, bon ils sont inquiétants, hein, voire alarmants pour la plupart. Mais pourquoi en fait tous ces produits, ces pratiques dangereuses, toxiques, en fait pourquoi ces usages ils sont encore autorisés aujourd'hui alors que comme tu le dis les conséquences sont vraiment inquiétantes? Oui. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que normalement, si là on est en train de faire un webinaire sur ces questions et si on fait un webinaire sur ces questions ou qu'on diffuse de l'information, moi je le fais depuis plus de 30 ans, on pourrait se dire mais pourquoi en fait il y a encore tous ces produits? Pourquoi l'environnement peut causer des problèmes euh, à notre santé en fait? Euh, eh bien, tout simplement, il faut absolument que vous sachiez que aujourd'hui, la loi ne nous protège pas encore assez sur ces questions et qu'il y a beaucoup de substances chimiques, pour ne parler que d'elles, dont la fabrication est encore autorisée, dont le stockage est encore autorisé, la commercialisation est encore autorisée et que ces produits existent dans tous les produits de consommation que nous avons autour de nous et dans notre quotidien, alors que on sait que pour plus de la moitié, enfin en tout cas on sait qu'il y a au moins 25% d'entre eux qui sont cancérigènes, mutagènes ou qui peuvent provoquer des risques sur les systèmes de reproduction. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'un quart des substances qui sont autorisées à la vente en Europe et qui sont couramment utilisées, on sait, parce que ça fait partie des dossiers d'analyse et d'autorisation de mise sur le marché, que ces produits présentent un risque de cancérogénicité et qu'ils peuvent soit générer des mutations dans notre matériel génétique au sein de nos cellules, soit générer des cancers ou perturber nos modes de reproduction.
et nos cellules reproductives, nos organes reproductifs. Donc ça peut paraître vraiment aberrant, pour autant, je vous promets que c'est la vérité. Et qu'aujourd'hui, la réglementation est en cours. Il y a beaucoup de pression pour ne pas, pour éviter une réglementation trop sévère, parce que derrière ces substances, derrière tous ces matériaux qui sont délétères et dangereux pour notre santé, il y a toute une économie et il y a des entreprises qui font d'énormes bénéfices et il y a des gens qui vivent de la production de ces produits toxiques. Donc, enfin, il y a eu la COP au Brésil jusqu'à la semaine dernière. Il y avait plus de lobbyistes que d'écolos convaincus. Donc, ce sont des gens qui viennent influencer pour ralentir la réglementation. Par ailleurs, alors, mais aujourd'hui, je trouve que c'est plus assez légitime. Mais la science à laquelle je me suis formée, l'écotoxicologie, donc qui étudie l'impact des substances chimiques sur le vivant en général, donc les écosystèmes, les animaux, les micro-organismes, mais aussi les êtres humains, c'est une science qui est assez récente. C'est une science qui est née en France dans les années 70. Donc, c'est pas si vieux. Et en fait, il a fallu beaucoup de temps pour euh, connaître, décrypter les impacts de ces substances sur nos santé. Et donc, la loi vient avec beaucoup de retard ensuite, on le sait, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas à expliquer toutes ces autorisations. Derrière toutes ces autorisations, il y a beaucoup d'influence et de lobby d'industries qui veulent garder la manne. Et donc, c'est toute l'industrie de la pétrochimie, l'industrie des lessiviers, l'industrie voilà, des dérivés pétroliers dans les peintures, dans les meubles, dans les cols, dans beaucoup de matériaux du bâtiment, dans les cosmétiques, dans les produits d'entretien, dans tout ce qu'on peut utiliser au quotidien. Il y a eu le scandale des PFAS l'année dernière, donc des revêtements anti-adhésifs ou ce genre de produits qui sont autorisés alors qu'on sait, moi je le sais depuis plus de 30 ans, que ces produits sont nocifs. Donc voilà pourquoi, et donc c'est pour ça que ce qu'on propose de faire, en fait, c'est il faut aller au-delà de la loi. Il faut pas attendre que la... Donc il faut militer, il faut... nous, on veut lancer des pétitions pour interdire les produits toxiques et dangereux à proximité des enfants. Donc il faut militer, il faut se défendre, il faut voter, mais en attendant, il faut agir. Et vous avez le pouvoir d'agir en vous renseignant sur ces substances, en vous formant. C'est pour ça que nous, on a mis au point finalement toute la démarche qu'on propose. Parce qu'il existe des solutions pour s'informer. Il y a des scores, il y a le Nutri-Score qui existe pour l'alimentation et je sais qu'il y a un score toxique qui était en préparation pour les produits d'entretien. Je ne sais pas s'il est encore bien en place ou pas. Voilà, parce que voilà, aujourd'hui, il y a plus de 150 000 substances chimiques qui circulent en Europe, elles ont toutes eu une autorisation de mise sur le marché, ou si elles ne l'ont pas eu, elles ont fait l'objet d'une réévaluation. Mais quand on demande aux écotoxicologues d'analyser tous ces dossiers, ils disent que c'est incomplet, les données ne sont pas toujours là, que les informations ne sont pas suffisamment précises. N'empêche que, à l'issue de ces autorisations de mise sur le marché, il y a des étiquetages et que vous devez être très attentif aux étiquettes, vous êtes très attentif au mélange parce que la catastrophe, c'est que ces molécules ont des effets synergiques et des effets, ce qu'on appelle les effets cocktails, qui aggravent en fait l'impact sur la santé. Et en fait, là où ça devient très problématique pour nous, c'est quand notre organisme en fait est débordé et qu'il n'arrive plus à réparer parce que la très bonne nouvelle, c'est que nos organismes ont des systèmes de réparation, y compris quand il y a des mutations dans notre matériel génétique. Il y a des produits en fait qui sont, donc je vous l'ai dit, mutagènes, qui créent des mutations. Eh bien, figurez-vous que dans nos cellules, il y a des systèmes de réparation des mutations. Donc ça, c'est quand j'aime bien dire que la machine humaine, la machine vivante, est une machine qui est quand même très résiliente
Néanmoins, quand on agresse nos organismes avec trop de produits, eh bien, on est débordé, les systèmes de réparation ne suffisent plus, et c'est la maladie dermatologique quand on a touché des produits, la maladie respiratoire quand on a une qualité de l'air qui n'est pas assez bonne, jusqu'au cancer. Et les cancers pédiatriques se sont développés ces dernières années. Ça n'est pas parce que on les détecte plus, parce qu'on a tendance à dire ça, c'est parce que l'environnement des enfants est devenu un environnement toxique. Donc j'entends bien Claire entre les lignes que tu veux dire que aussi malgré le cadre réglementaire qui est encore assez incomplet, la marge de manœuvre et le rôle des professionnels est possible. Enfin, toutes les personnes qui nous 100%. écoutent aujourd'hui doivent sûrement se poser la question. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles sont là, c'est que ça vous interpelle, ça vous intéresse et que vous vous posez sûrement la question, du coup, vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire face à tout ça? Donc, tu nous as déjà disséminé quelques petites pistes, mais est-ce que tu peux nous redire, du coup, factuellement, comment elles font? Comment ils font? Je sais pas encore Alors si déjà. déjà, la bonne nouvelle, c'est que, c'est ce que je disais là à la fin de mon propos, c'est que c'est pas parce qu'il y a une situation qui est délétère pour la santé qu'on ne peut rien faire, et c'est pas parce qu'on ne peut pas, parce que des fois on se dit, oh, ça sert à rien de toute façon, si j'améliore la qualité de l'air à l'intérieur en buvant de l'eau qui n'est pas parfaite, qui a soit des microplastiques avec des bouteilles, soit de l'eau du robinet qui peut contenir des polluants, des pesticides, des résidus de médicaments. Bon, bah, ça sert à rien, je vais rien faire. Si, si, la bonne nouvelle et la bonne pratique, c'est de se dire tout ce que vous pourrez faire pour améliorer ça et pour réduire le contact des enfants et le contact des humains avec des conditions, euh, de mauvaises conditions, ça va aider la santé et ça va permettre à l'organisme de se défendre et de rétablir un équilibre sain. Alors, on parle de substances toxiques, oui, et puis il s'agit aussi, pour une bonne santé, il faut avoir un air sain, donc faire de l'activité physique en plein air, boire de l'eau en quantité, et puis mieux de l'eau que des produits qui fatiguent l'organisme, trop sucrés, trop salés. Ou de mauvaise qualité, manger des aliments le plus sain possible, exempts de pesticides, mais aussi des fruits frais, des légumes frais, des produits peu transformés. Tout ça, en fait, ça aide notre santé à maintenir un équilibre et à lui permettre de répondre, en fait, aux agressions environnementales qui vont rester et que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc voilà, après, réduire les produits qu'on fait rentrer dans la maison ou le lieu de vie, et notamment enfin, avec les produits d'entretien, c'est utiliser le plus simple, le plus sobre et le plus naturel possible, et en utiliser le moins possible. Voilà, avec les jeux et jouets, c'est garder enfin, on n'est pas toujours obligé d'acheter des produits neufs qui relarguent beaucoup, privilégier les matières naturelles. Alors, on a un peu tendance, des fois, on se dit, ah oui, mais le naturel, oui, oui, le naturel est beaucoup plus adapté à notre santé que les produits de synthèse, en fait. Alors, on pourrait, je pense que si on continue, si les générations continuent à être au contact des produits de synthèse, finalement notre santé va s'adapter sur des générations. Ceux qui vont résister seront adaptés. Mais c'est-à-dire que depuis des millénaires, l'être humain a élaboré son équilibre en contact avec des matières naturelles. Et donc les matières naturelles, même quand elles ont une certaine dangerosité, parce que c'est vrai, par exemple, on ne peut pas manger du bois. Pour autant, être au contact avec le bois ne pose aucun problème à notre organisme. Bah, voilà, on s'est adapté comme ça. Le bois, la terre, le végétal, ce sont autant de matériaux qui sont adaptés à notre bonne santé. Les matériaux de synthèse ne le sont pas. Ils sont arrivés il y a peu de temps et trop tôt et trop vite.
Enfin, ils sont arrivés pas trop tôt, mais trop vite. Donc, voilà, on ne sait pas les gérer et aujourd'hui, ils nous intoxiquent. Donc, réduire les matériaux de synthèse le plus possible, privilégier le naturel, réduire les quantités de produits qu'on fait rentrer à l'intérieur, aller dehors, plus, voilà, manger sain, euh, boire des bonnes choses. Il y a pas mal de réactions et de questions. Je les vois au fur et à mesure. Je pense que certaines personnes ont des réponses au fur et à mesure que Claire parle, mais on a bien prévu un petit temps de questions-réponses d'ici, allez, 5-6 minutes. Mais avant ça, on vous propose avec Claire un petit vrai ou faux pour rentrer un peu plus dans le détail des enjeux pour vos lieux d'accueil. Donc, je vais vous inviter à prendre un petit papier et un petit stylo. Je suis sûre que vous avez ça pas loin. On va vous diffuser. J'attends juste que vous les attrapiez. Vous pouvez me les montrer comme ça me rassure, même si je vois pas tout le monde. Mais a priori, les premières que je vois ont réussi à attraper un stylo et un petit cahier. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous diffuser 4 affirmations à l'écran et l'idée, c'est que vous puissiez noter si pour vous c'est plutôt vrai ou faux. Et ensuite, on découvrira les réponses ensemble. Alors, normalement, Claire vous a parlé de pas mal de choses en amont, puis vous aviez sûrement des connaissances, donc ce sera peut-être plus ou moins facile. Première affirmation. La qualité de l'air intérieur est meilleure que la qualité de l'air en extérieur. Donc, je vous invite à faire des choix, hein, vrai, faux, même si parfois, peut-être que vous vous dites, bah, ça dépend, je sais pas. Choisir, c'est renoncer. C'est bon, vrai ou faux? Allez. Deuxième affirmation, selon vous, l'origine des aliments utilisés pour les repas a une influence sur la santé des enfants. Vrai ou faux? J'ai pas dit, il n'y a rien à gagner à la fin. Troisième affirmation, les jeux et jouets sont inoffensifs pour la santé des enfants accueillis. Vrai, faux? Véronique est généreuse, elle nous partage ses faux et ses vrais dans le chat. Et enfin, quatrième affirmation, désinfecter les surfaces régulièrement permet de garantir un environnement sain et propre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça y est, on arrive au bout des 4 questions. Et ce que je vous propose, c'est que je retente la tentative de vous diffuser une vidéo. Et normalement, dans cette vidéo, vous allez découvrir la réponse à toutes ces affirmations pour savoir si elles sont vraies ou fausses. Si c'est compliqué à ma connexion, on le fera de vive voix. J'ai bien la compilation des réponses. Et normalement, il y a du son aussi, donc je veux bien que vous me fassiez des petites indications avec vos pouces en l'air. Comment préserver la santé des enfants à la crèche? Je crois que décidément, aujourd'hui, ma connexion a voulu me mettre au défi. Mais bon, comme dit Claire, on s'adapte. Ouais, bah oui, ça veut pas diffuser. Mais pareil, c'est une vidéo que vous pourrez visualiser en second temps. Préserver la santé des enfants à la Ah, alors, voilà, on va C'est passer. Comment connecté en préserver la câble? santé des enfants? Non, j'ai pas pu. Ah, Mais mais c'est c'est pour pas ça. grave. Ouais. Mais elle est très cool, hein, vous pourrez la visualiser après, promis. Oui, ça coupe. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on regarde Préserver la ensemble santé des enfants à la crèche. le vrai ou faux. Hop, je vous laisse comparer avec les réponses que vous aviez notées sur votre petit papier. Et puis, Claire, on va peut-être pouvoir échanger et commenter ces affirmations qui font écho avec pas mal de choses que tu nous as partagées en introduction. Du coup, la première affirmation était fausse. La qualité de l'air intérieur est meilleure que la qualité de l'air en extérieur. Mais c'est vrai que Claire, parfois, quand on échange avec les professionnels de structure, notamment celles qui se trouvent en milieu urbain, il y a un peu des discussions. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur cette qualité de l'air? Oui, oui, on le sait depuis quelques années parce qu'on a vraiment pollué l'air intérieur de nos maisons, de nos lieux de vie, hein, avec tous ces matériaux dont je vous parlais, le bois aggloméré, les peintures, les plastiques, des désodorisants, de la lessive. Vous voyez, dans le film de Anne Jochum, on parle d'assouplissant. On s'en rend pas compte, mais tout ça, ce sont des produits en fait dont une petite partie reste dans l'air
Et si on n'aère pas correctement, eh bien en fait, on s'intoxique hein, et ça s'accumule parce que ce sont des matériaux qui relarguent. On parle de relargage de substances chimiques et qui relarguent sans cesse. Donc, si vous n'ouvrez pas et vous n'aérez pas, eh ben, la quantité de produits toxiques s'accumule. Donc, voilà. Et donc, mieux vaut aérer, même quand vous êtes en milieu urbain, parce que à l'extérieur, l'air est moins pollué qu'à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour échanger régulièrement avec des professionnels sur le terrain, certaines ont installé des détecteurs qui informent sur la qualité de l'air, le taux de pollution, et vraiment en ouvrant la fenêtre 1 minute, ça redescend tout de suite. Donc c'est intéressant si vous avez jamais testé ça, enfin si jamais testé la qualité de l'air dans votre structure, je vous invite à le faire, à vous en rendre compte vous-même de cette différence. Deuxième affirmation, les jeux et jouets sont inoffensifs pour la santé des enfants accueillis. Eh ben, c'est faux, parce qu'on l'a un peu évoqué avec Claire tout à l'heure, en fonction de leur composition, de leurs matériaux, si c'est des nouveaux jouets, des jouets ben, à base d'éléments naturels ou pas, ça va avoir une influence sur le fait que ça influence la santé des enfants. Je sais pas si Claire, tu veux compléter, on en a peut-être un peu parlé Non, avant. mais oui, oui, c'est ça. Enfin, il faut éviter les matières plastiques, privilégier les matières naturelles. Voilà. Et puis, quand on ne peut pas faire autrement et qu'on a des matières plastiques, il faut vraiment les laisser s'aérer le plus possible. Voilà. Donc, non, tous les jouets ne sont Ouais. pas inoffensifs. Troisième affirmation, l'origine des éléments utilisés pour les repas a une influence sur la santé des enfants. Eh ben, c'était vrai, c'était la seule affirmation qui était vraie. D'ailleurs, j'ai pas posé la question si vous étiez plutôt raccord sur le faux et le vrai, mais en tout cas, maintenant, on l'est tous collectivement. Au niveau de l'origine des aliments, Claire, t'en as parlé tout à l'heure, le local, le bio, tout ça, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'ailleurs, il y avait une réaction dans le chat, si j'arrive à remonter, à la retrouver, Oui, qui qui demandait sur parlait le du bio. bio. Ouais. Oui, alors oui, 1000 fois oui, hein. Il vaut mieux privilégier des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. On dit toujours, ah mais oui, mais si le champ d'à côté a traité, il y a quand même des pesticides. Oui, il peut y avoir des résidus, mais en tout cas, l'agriculteur n'aura pas, lui, traité. Donc la quantité de résidus toxiques dans les aliments bio est bien inférieure. Et là, il y a des tas d'études qui ont fait des dosages de pesticides dans des fruits et légumes non bio et des fruits et légumes bio. Évidemment, il y a beaucoup moins de substances toxiques dans les fruits et légumes bio. C'est pareil pour les protéines animales, dans les viandes. Vous savez que dans l'élevage intensif, on donne des antibiotiques comme anabolisants pour que les animaux grossissent plus vite, parce que les antibiotiques ont des capacités anabolisantes. Donc on donne des antibiotiques systématiquement. Et en disant, bah, au moins ils sont préservés, mais non, on entretient des animaux malades et après, dans la chair que vous mangez, il y a des antibiotiques. Et les antibiotiques, c'est intéressant, mais quand on en a besoin. Quand on n'en a pas besoin, ça devient un élément polluant. Donc, et je parle des antibiotiques, mais il y a tous les pesticides. Donc, oui, il faut prendre le plus possible du bio, manger le plus possible local. Alors, ça a un impact sur la qualité de l'air parce qu'il y a moins de transport quand on achète en local. Et ça a aussi un impact sur nous sommes faits pour manger les aliments de là où on vit et de la saison dans laquelle nous vivons. Donc, ça, c'est aussi important. Et si on parle de santé environnementale, manger des produits de saison et produits dans une zone assez proche de nous, c'est la meilleure façon d'avoir les bons nutriments adaptés à la saison et à notre organisme. Donc, de saison, local, bio. Et il faut vraiment investir dans l'alimentation. C'est une ligne qui a été complètement abîmée pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle. On a privilégié d'autres dépenses budgétaires. Il faut revaloriser les dépenses liées à l'alimentation parce que c'est un peu plus cher. Il y a des méthodes pour équilibrer, c'est ce qu'on apprend aussi en formation alimentation durable. Il y a des méthodes pour équilibrer les budgets, mais ça vaut aussi le coup de se dire qu'on investit dans l'alimentation qui est notre premier médicament. Merci. C'est vrai que souvent, là, quand l'objectif de ce petit vrai-faux, c'est aussi qu'on détermine ensemble qu'est-ce qu'un environnement d'accueil sain et l'alimentation vient pas tout de suite dans nos têtes quand on pense sain. Donc, on pense souvent bah, la propreté, l'air, les toxiques, tout ça. Mais l'alimentation, parfois,
elle passe en second plan alors qu'elle est tout aussi Mm. importante. Et du coup, quatrième affirmation, désinfecter les surfaces régulièrement permet de garantir un environnement propre et sain. Alors c'est faux. Pourquoi c'est faux, Claire? Je crois qu'il y a peut-être sûrement pas mal de personnes du réseau qui sauront répondre aussi à cette question. Alors, désinfecter, c'est intéressant quand c'est utile. Et le faire quand ça n'est pas indispensable, c'est utiliser des produits qui tuent, parce qu'on désinfecte avec des produits biocides qui tuent des micro-organismes, certes, mais qui tuent quand même du vivant. Et donc, ils ont un impact sur notre santé, toujours. Il n'existe pas de désinfectant qui n'ait aucun impact sur notre santé. Donc, il faut le faire à bon escient, quand c'est vraiment indispensable, quand on est sur une surface qui va être très souillée avec des micro-organismes qui peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé. Je rappelle, et j'espère que vous avez vu notre campagne sur les micro-organismes, mais plus de 90% des micro-organismes qui vivent sur notre planète et qu'on connaît ne s- sont plutôt bénéfiques à l'homme et en tout cas ne sont pas du tout pathogènes. On n'a rien à craindre de plus de 90% des micro-organismes. Donc il est inutile de désinfecter parce que en fait si on désinfectait et que ça ne nous fasse aucun effet négatif, on pourrait imaginer, mais non seulement on s'intoxique et en plus on tue des amis, des micro-organismes qui vont nous aider à développer un système immunitaire, un métabolisme complet, etc. Donc, non, C'est faux. régulièrement. Alors, peut-être qu'on aurait pu dire désinfecter les surfaces tout le temps. Mais donc, en fait, le régulier est bon. Non, on n'a pas à désinfecter régulièrement. Voilà. C'était pour mettre des petites nuances et complexités au vrai faux. En tout cas, tout le monde maintenant a les réponses en face, en tout cas celles qu'on vous propose, qu'on vous conseille, qu'on prône chez La Belle Vie. Je vous propose qu'on passe un petit 5 minutes de questions-réponses avec Claire et je commence avec certaines qui ont été partagées dans le chat avant qu'on, ce dernier petit quart d'heure, passe sur l'illustration de pratiques au sein du réseau pour répondre à ces enjeux en lien avec la santé environnementale. On va profiter de Claire qu'on n'a pas toujours avec nous en escale. J'ai une première question qui concerne, voilà, est-ce qu'il est mieux d'utiliser... Alors attention, hop, j'ai perdu ma question. N'hésitez pas à les reposer si vous l'avez posé à un endroit qu'elles se sont perdues. Il y a pas mal de questions en fait en lien avec l'entretien. Par exemple, est-ce que le vinaigre peut être utilisé en tant que désinfectant? Ça a moins d'effets négatifs. Alors, le vinaigre est bactéricide. Alors, il l'est pas au sens normatif, mais le vinaigre est très acide. Donc, comme toute matière très acide, elle tue la plupart des micro-organismes. Maintenant, elle ne l'est pas au sens normatif, c'est-à-dire que c'est pas la norme EN 20, 50, etc., qui définit le désinfectant. Le vinaigre n'est pas virucide, mais il est bactéricide. Donc il tue vraiment des bactéries. Voilà. Ok. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui posent, qui évoquent la PMI, sans Oui. aucun doute ça l'est arrivé, du Mm. coup, qui nous font remonter que oui, bah, entre ce que dit la belle vie et ce que dit la PMI, c'est pas toujours les mêmes recommandations. Alors, parce que j'ai vu une question sur le change, Ouais. et effectivement, euh, on dit est-ce qu'il faut désinfecter entre chaque change? Alors, typiquement, c'est le genre de moment où les bactéries qui sont dans les selles des enfants, ce sont des bactéries qui vont enfin, qui sont tout à fait adaptées à notre organisme et qui peuvent se transmettre à d'autres enfants, ça c'est sûr. Elles ne sont pas toutes pathogènes, mais comme souvent, enfin, il y a des bactéries du système digestif qui peuvent avoir. Enfin, on a l'habitude de désinfecter. Alors, désinfecter ou changer la serviette. Il y a des établissements qui font ça, qui ont une serviette par enfant et qui changent la serviette. Si on enlève, et en particulier si elle a été souillée, si elle n'a pas été souillée, les bactéries ne sautent pas des fesses des enfants vers une autre. Il faut avoir un contact. Donc, vous avez touché l'enfant, on met la couche dessous. Hein. Il y a de fortes chances pour que les fesses de l'enfant ne touchent pas du tout la serviette ou la surface. Alors, il n'y a pas, de toute façon, il n'y a pas une consigne PMI
Et il n'y a pas une consigne label vie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on incite à réfléchir et à dire faites les choses quand c'est nécessaire. Et les PMI, en général, quand vous leur expliquez comment vous faites et pourquoi et le raisonnement, alors il y a des gens qui sont en PMI qui sont obtus, mais c'est quand même pas la plupart du temps, c'est ceux dont on entend parler le plus souvent, mais c'est pas la plupart du temps quand même. Aujourd'hui, les PMI enfin, il y a vraiment un dialogue en général qui peut être fait, et si la pratique préserve l'enfant et le groupe d'enfants d'une grosse contagion, ça suffit. Donc, je trouve que c'est difficile de dire entre la PMI et la belle vie, il n'y a pas le même avis. C'est quelle PMI et nous, on ne donne pas d'avis. Moi, je sais ce que je ferais si on dirigeait une crèche, mais ça serait de ma responsabilité et je l'assumerais face au médecin de PMI qui viendrait contrôler. Et ce que je pense, c'est que chacun doit mettre en place les protocoles qu'il a envie d'assumer et qu'il se sent suffisamment armé pour assumer. Et c'est un vrai choix. Donc, il n'y a pas vous voyez, de dogme la belle vie qui viendrait s'opposer, pas du tout. On dit juste, on a eu peur des micro-organismes et des maladies. On alerte juste sur le fait qu'il faut aussi se méfier de l'environnement et des substances en fait dans lesquelles qu'on met dans notre environnement. C'est tout. Et il faut trouver l'équilibre que vous trouvez juste. J'espère. Ouais, je pense que ça apporte quand même une belle réponse collective, en fait, à peu près toutes les questions qui sont posées dans le chat. Il y a beaucoup de questions qui sont en lien avec des demandes très précises sur telle marque, tel produit, tel appareil. Tout ça, c'est des choses qu'on aborde au sein du réseau. Si certains en font partie, parmi ceux qui posent des questions, s'il y en a qui ont besoin d'y répondre, on propose aussi des temps de formation dédiés à ça. Je vois le temps qui file et votre temps est précieux. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, hein, s'il y en a certaines auxquelles on n'a pas forcément répondu, on pourra revenir vers vous. Je vous propose, merci beaucoup Claire pour tous ces éléments, de passer à la dernière partie qui vise à vous transmettre un peu, voilà, comme ça, évidemment, en 5-10 minutes, même en 1 heure, on pourrait pas vraiment approfondir tous les sujets, mais parmi ces leviers qui peuvent vous permettre, vous, dans vos structures, de créer un environnement sain pour les publics que vous accueillez, on en a sélectionné 4 aujourd'hui à vous transmettre. Le premier, c'est donc retirer les toxiques des lieux d'accueil. Claire en a longuement parlé en début d'escale. On l'a évoqué aussi. Le deuxième, c'est vraiment d'offrir une alimentation plus saine. Le troisième, c'est d'améliorer l'accès quotidien des publics et pour les équipes à la nature. Et enfin, le quatrième, c'est de sensibiliser et d'éduquer largement. L'idée, c'est que pour ces 4 leviers-là, nous, on vous invite et on vous propose chez La Belle Vie de vous former, de vous inspirer de ce qui est déjà fait. Là, on a évoqué les PMI, il y a des territoires, des structures, enfin, il se passe plein de choses partout. Vous n'êtes pas les premiers à vous poser la question. Il y a de grandes chances pour que d'autres se le soient posées avant vous. Profitez-en. N'ayez pas peur de remettre en question ce que vous faites depuis longtemps, de copier-coller quand ça vous paraît efficace et accessible et adapté à vos structures. Et puis après, osez transformer vos pratiques, tester. Claire le disait, l'idée c'est que nous, on vous incite à réfléchir, à avoir les éléments. Donc c'est ce qu'on fait aussi quand on sensibilise comme ça avec les escales, c'est de vous éclairer, de vous donner les informations que parfois on n'a pas toujours ou qui nous manquent. Et puis ensuite, après, de croiser ça avec vos besoins, avec vos métiers, avec votre contexte pour trouver la bonne solution. Sur le premier levier qui est en lien avec les toxiques, on l'a évoqué et vous avez été nombreux et nombreuses à le dire dans le chat. Il y a notamment les protocoles d'entretien, de nettoyage. Il y a beaucoup de solutions qui existent, comme le nettoyeur vapeur. Vous le voyez en photo, il y a pas mal de structures qui l'utilisent chez La Belle Vie. On parle aussi beaucoup d'eau ozonée. Nous, chez La Belle Vie, on ne prendra pas, comme le disait Claire, l'une ou l'autre. Enfin, on vous parle de tout ce qui existe. On vous invite, vous, à essayer, à utiliser le matériel et les pratiques qui correspondent à vos besoins. Beaucoup de structures aussi, du coup, comme le disait Claire, vont vers l'essentiel et le minimum et le naturel. Du coup, ça tend vers beaucoup de création de produits d'entretien plutôt fait maison et produits de nettoyage et d'hygiène. Pour le coup, l'entretien comme l'hygiène, on aborde les méthodes de la même manière, en tout cas avec les mêmes réflexes.
On va aussi au sein du réseau voir beaucoup de structures qui réfléchissent. Je l'ai vu tout à l'heure dans les réactions dans le chat, il y avait comment on fait pour le bâtiment, tout ça. Bah, c'est la même chose. On choisit des techniques naturelles, les peintures naturelles, les cols naturels, le bois. Ça vaut à la fois pour les aménagements intérieurs, le mobilier, comme pour les jouets. En fait, tout ce qui va être dans le lieu, que ce soit dans l'assiette, dans ce qui est pulvérisé ou là où on s'assoit et où les enfants traînent, il faut qu'on s'applique les mêmes réflexions et les solutions sont assez similaires. Donc dans les activités, c'est pareil, du naturel, faire avec ce qu'on a, le moins de produits et le moins de pratiques industrielles à l'intérieur de votre lieu de vie. Au niveau des toxiques, il y a aussi, ça s'adresse particulièrement aux établissements d'accueil du jeune enfant. Au niveau du change, on a beaucoup de structures qui du coup partent sur le choix des couches lavables parce que sur ce point-là, c'est l'une des méthodes les plus saines pour la santé des tout petits. Après, voilà, c'est comme pour tout, on réfléchit avec sa structure, avec ses moyens. Il y a plein de manières de réfléchir à choisir des matériaux et des produits, en tout cas éco-responsables, avec le moins de solvants et le moins d'influence avec le moins de polluants possible. Pareil au niveau des toxiques, on a parlé d'alimentation, on a beaucoup parlé de ce qu'il y avait dans l'assiette, mais il y a aussi un gros enjeu au niveau du contenant. Beaucoup de structures choisissent d'autres types de contenants et bannissent clairement hein, le plastique, surtout ce plastique qu'on va aller mettre aussi dans le micro-ondes ou pas. Enfin, les modes de cuisson doivent aller jusqu'au bout. Eux aussi, on les réfléchit pour que les toxiques soient le moins présents dans votre structure. Le deuxième levier au niveau de l'alimentation plus saine, bon, je vais passer assez vite parce qu'on a quand même pas mal parlé de ça, mais l'idée c'est que on fait du local, du bio. Une des pistes c'est aussi de repenser la restauration dans le lieu d'accueil. Donc ça peut tout simplement aussi de réfléchir. Alors je dis tout simplement avec des grosses guillemets, de remettre la cuisine sur place. En ce moment d'ailleurs, on est chez La Belle Vie en train de lancer un projet innovant sur comment on peut faire pour réintroduire la cuisine au sein des lieux d'accueil. Le troisième levier, donc, c'est d'améliorer, d'augmenter encore plus et toujours, vous le savez, chez La Belle Vie, il n'y a pas un seul jour où on ne parle pas du contact avec la nature et j'espère que dans vos structures aussi. Euh, Ça va être à plusieurs enjeux. Ça veut dire que on va améliorer l'extérieur, réduire. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui parlait du sol souple. Claire, je t'ai pas remonté la question, mais évidemment, le sol souple, c'est pareil que tout le reste. C'est des matières au contact de la chaleur, au contact de la bouche des enfants qui peuvent être des matières très toxiques, du coup, qui ont été mis en place à un moment donné où on a réfléchi que d'un seul côté et pas de l'autre. Et du coup, nous, chez La Belle Vie, en tout cas dans tout l'accompagnement et les conseils qu'on propose, on va réfléchir à l'utilisation de matériaux alternatifs, des copeaux, du bois, voilà, tout ça aussi qui répondent aux enjeux de développement moteur de l'enfant. Pareil, sur l'amélioration du contact avec la nature, l'idée c'est de se reconnecter avec le vivant, de sortir au maximum. Tout ça, ça favorise aussi la bonne santé des enfants parce que en étant au contact de l'extérieur, on réduit les risques de maladies, tout ça. On l'a dit au début. Chez La Belle Vie, on vous propose, hein, si vous l'avez pas encore vu passer, un guide gratuit en téléchargement. Alison va vous mettre le lien dans le chat avec pas mal de pistes pour essayer de faire progresser votre extérieur pour qu'il réponde à tous les enjeux à la fois d'éveil des enfants, ces enjeux aussi liés aux fortes chaleurs. On sait qu'un espace extérieur végétalisé, ça réduit aussi la chaleur à l'intérieur d'une structure et peut-être que ça peut vous permettre d'éviter la clim en rajoutant des arbres à l'extérieur. J'aurais pas le temps de creuser ça aujourd'hui, mais on le fait dans d'autres temps. Et puis après, c'est penser comment on fait pour permettre aux enfants d'être au contact de la nature au quotidien. Donc ça va pour plein de structures aussi, ça adresse le sujet de se dire on commence des places parce que il y a la nature dans la structure et à l'intérieur aussi, mais il y a aussi toute la nature environnante un peu plus loin. Donc beaucoup de structures réfléchissent à la mobilité. Et pour toutes ces idées, inspirations de contact avec la nature, vous connaissez sûrement Fourmier et compagnie. Peut-être que certains et certaines avaient pris déjà l'habitude d'aller chercher des bonnes idées, d'y partager des expériences. Sachez que
la plateforme fonctionne bien et qu'elle attend toutes vos idées pour ces expériences aussi l'hiver et en période plus automnale. Parce qu'il y a eu beaucoup, elle a été lancée au printemps, donc forcément il y a beaucoup de choses en lien avec cette saison plus printanière qui de base nous incite plus à aller dehors, mais on le sait, on a besoin d'aller au dehors toute l'année, à toutes les saisons. Et enfin, dernier levier, je suis navrée parce que je pense que j'ai un petit peu de retard. Vous avez aussi la possibilité de reprendre le pouvoir en sensibilisant et en éduquant largement. Donc là, on va le faire à la fois quand on accueille des jeunes enfants parce que vous avez la possibilité de sensibiliser à ces enjeux en lien avec la santé environnementale, vos partenaires, les familles, les élus, les proches, en faisant des ateliers, en faisant participer les parents à des pratiques que vous aurez imaginées pour répondre à ces enjeux-là. Et puis là, c'est petit focus aussi sur tous ces établissements qui accueillent des enfants plus grands. Nous, on est persuadés chez La Belle Vie aussi que pour prendre en compte tous ces enjeux et réduire, inverser la tendance, il y a aussi un gros enjeu à éduquer les enfants d'aujourd'hui qui deviendront les adultes de demain. Et nous, on voit à travers des défis, de la sensibilisation à la fois sur les pratiques d'aujourd'hui, on plante des graines aussi pour demain. Vous n'avez pas vu la bande-annonce au début, mais j'espère que après vous aurez envie de la regarder. Mais il y a énormément aussi de ressources qui vous permettent de sensibiliser à la fois les équipes et vos parties prenantes. Notamment là, on a l'exemple du RPE d'Évian qui a proposé une conférence sur l'environnement et la petite enfance. Vous avez des documentaires comme celui que vous connaissez sûrement tous dehors, et donc On aura des bonnes santé, dont je vais évoquer en début d'escale, qui vous permettent aussi de créer la discussion. En fait, souvent, les mauvaises pratiques, c'est aussi parce qu'on n'a pas parlé, on s'est pas parlé entre nous, on s'est pas posé les bonnes questions. Donc, ces outils-là vous permettent de le faire. Et enfin, Claire vous a évoqué aussi cette campagne en cours. N'hésitez pas, nous, on sensibilise, on diffuse les messages, mais plus on est nombreux à les repartager, à en prendre connaissance, ça fait boule de neige et on est de plus en plus à essayer de faire la paix avec les microbes. Cette escale était, ouais, j'ai l'impression qu'elle a duré 5 minutes. Mais ce qu'on vous propose chez La Belle Vie, on l'a beaucoup dit, c'est que en fait vous pouvez aller plus loin, hein. Donc il y a d'autres événements, on pourra continuer de parler de ces sujets-là. Il y a notamment une conférence en 2026, le 13 janvier, qui aura lieu à la Cité des Sciences. Elle est aussi disponible en visio, en replay. Claire interviendra aussi sur ce sujet-là, notamment grandir au jardin, en quoi c'est un atout santé. Bon, vous avez eu des pistes aujourd'hui, mais ce sera une manière d'en parler aussi un peu différente. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que le thème des prochaines rencontres écologie et petite enfance qui auront lieu à Paris au mois de juin, ce sera la santé environnementale. Donc, vous pouvez noter la date sur un coin de votre agenda. Ce sera le 2 juin à Paris, à l'Académie du Climat. Et enfin, on l'a beaucoup dit, il y a beaucoup de choses en fait qui adressent le sujet de la santé environnementale. C'est très large. Chez La Belle Vie, on propose pas mal de formations. Donc, si certaines peut-être répondent à vos enjeux du moment, on vous les partage là. Et enfin, dans le lien, vous aurez le petit mail que vous aurez après cette escale. Vous aurez les dates et tout ça. N'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse. Et puis, on propose aussi, parce que évidemment, je l'ai dit, chaque structure, chaque équipe, chaque territoire a ses enjeux. Donc, on propose chez La Belle Vie aussi de l'accompagnement et du conseil. Donc, si par exemple, vous avez vraiment là 2026, on supprime les perturbateurs endocriniens dans notre lieu de vie, clairement, comment on fait de A à Z? Nous, on est à même de vous aider, par exemple, à cadrer votre besoin, à étudier vos enjeux et à vous faire des recommandations personnalisées. On accompagne aussi sur évidemment l'aménagement et la végétalisation de l'espace extérieur. Voilà, c'est la politique d'achat aussi, par exemple. Ça peut être un angle d'attaque pour votre structure. Et ce qu'on vous propose à tous et toutes, c'est soit, si vous êtes engagé dans la démarche de labellisation, faites partie du réseau, c'est de continuer ces discussions en trouvant l'inspiration. Il y a pas mal de monde qui pose des questions sur les entretiens, les protocoles et tout sur votre nouvel espace réseau. Donc, allez-y, allez poser vos questions, vous partagez vos bonnes pratiques. Et puis, on se retrouve aussi le 4 décembre. Le prochain appel du réseau, c'est la thématique éveillée avec la nature. Et là, on se parlera justement de comment on fait en hiver pour s'assurer que la nature reste au programme. Enfin, si vous faites pas partie du réseau et que vous hésitez peut-être encore à vous demander en quoi consiste cette démarche de labellisation de qualité, sachez qu'on propose un prochain webinaire découverte le 15 janvier. Alison vous met le lien dans le chat. Pareil, vous l'aurez dans le mail récap.
Et puis là, on se quittera pas sur cette escale-là en 2025. Il y a une dernière escale en décembre qui a lieu le 16 décembre. On parlera de comment on adapte votre établissement au changement climatique. Donc, je l'ai vu passer dans le chat. Certaines personnes posent des questions sur les financements. Ce sera notamment le cas, un des sujets qu'on abordera pendant cette escale. Voilà, comment on fait des choix de manière éclairée, quels éco-gestes sont possibles et comment on finance cette adaptation, ces rénovations. Il est vraiment largement l'heure de vous laisser. Il est 15h10 et pour les personnes qui sont encore avec nous, je vous propose une petite photo souvenir quand même de cette escale dans le monde de la santé environnementale. J'arrête le partage, qu'on soit tous ensemble. Hop, je supprime la mise en avant de Claire pour qu'on vous voit tous et toutes. Si vous avez un petit post-it, un petit papier, moi j'avais prévu, mais bon, pas trop le temps, de faire des petits cœurs pour parler santé environnementale, pour se souvenir de ce moment-là. Donc si vous avez un stylo et une petite feuille pour qu'on puisse faire une photo tous ensemble, je vous invite à le faire. Moi, je vais même le coller sur le visage, comme ça je peux faire la photo en même temps. Hop. Est-ce que tout le monde est prêt et prête? Je vous invite à rester avec votre cœur ou grand sourire autour pour partager votre enthousiasme à avoir parlé de santé environnementale. J'arrive pas à faire les captures d'écran, Vincent, mais c'est pas grave. Écoutez, faites votre grand sourire avec le replay, je pourrais faire une photo. Merci à tout le monde. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos questions, vos partages. On reste en lien. Tout le monde a pris la même mode du post-it. Vous pourrez vous inspirer la prochaine fois que vous faites une visio. Merci tout le monde. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Merci, au revoir.